La conférence de ce soir, c'est la dernière de notre semestre. Mhm. Le titre, c'est donc l'exploration humaine de Mars et les atouts des simulations analogues. Donc, on prépare l'humain qui pose le pied sur Mars dans un certain nombre d'années. On espère pas trop rapprocher. Et l'objet de ces missions analogues est de simuler et de s'immerger dans les défis à relever pour la survie de l'équipage, pour la mise en place de l'architecture de mission, pour des expériences à dérouler sur le terrain et d'une manière générale, le respect d'un protocole qu'il y aurait si l'on était vraiment sur Mars. Il y a plusieurs sites. Le site que anime la Mars Society et MDRS, que probablement plusieurs participants ici connaissent bien. Donc, Aline va nous présenter des exemples concrets de missions analogues et en particulier la mission qu'elle prépare pour la fin de l'année à MDRS dans l'Utah. Alors, Aline, pour résumer la biographie de Aline, Aline est un pilier de notre association. Elle est au conseil d'administration depuis plusieurs années, responsable de la communication et secrétaire exécutive de l'association, donc au bureau. Donc, Aline est diplômée de l'ESTACA et elle est ingénieure fusée à l'Agence spatiale européenne, spécialisée dans la gestion de la sécurité des systèmes complexes. Et actuellement, elle travaille sur la sécurité du programme Ariane 6. Donc, elle est passionnée d'espace depuis longtemps, comme beaucoup d'entre nous, de Mars en particulier. Elle est membre de notre conseil d'administration depuis 5 ans et elle est très active pour participer à des journées étudiants, faire des interventions dans des festivals, des conférences. Et elle anime nos réseaux sociaux, nos chaînes Twitter et Facebook. Aline a déjà participé à une mission de simulation martienne de 5 semaines et donc elle prépare la mission MDRS qu'elle va nous présenter en décembre 2021, auquel je voudrais mentionner la présence de quelqu'un qui malheureusement ne comprendra peut-être pas tout en langue française, mais c'est Jim Burke, qui est le responsable IT de la Mars Society et qui est membre de l'équipe MDRS en décembre. Donc, je vais passer la parole à Aline et les questions seront plutôt réservées à la fin. Je résumerai les questions posées à Aline. À toi, Aline. Merci beaucoup, Philippe. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Voilà, donc ce soir, on va s'immerger dans l'exploration martienne, comment on va organiser la vie sur Mars. Donc c'est ça c'est ce domaine, c'est cette vision dans laquelle je voudrais vous immerger ce soir et qu'on discute ensemble des défis qui sont à relever. Voilà, donc comme disait Philippe, on va parler de la survie d'équipage, on va parler de la mise en place de l'architecture de mission, parce qu'évidemment on est là pour expérimenter. On va aussi discuter des expériences qui sont à dérouler sur le terrain et la découverte des secrets de la planète rouge. Et pour ce faire, pour que ce soit un petit peu plus concret, je vais utiliser et illustrer ces besoins avec des expériences opérationnelles qu'on a pu déployer dans le cadre de simulations analogues martiennes. Donc, une simulation analogue martienne, c'est quand on est sur un terrain sur Terre et qu'on simule un environnement comme si on était sur Mars. Et donc là, ça sera plutôt un environnement désertique. Voilà, donc on simule certaines parties qui sont cohérentes des sédiments martiens. Ça ne sera pas des simulations sur la température, comme si on était dans un glacier, mais ça sera plutôt sur la partie roche. Voilà. Et puis, on fera aussi un point sur le retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on acquiert et qu'est-ce qu'on améliore pour préparer les véritables missions. Et dans ce cadre-là, je vous expliquerai aussi justement qu'est-ce qu'on envisage pour les futures missions et en particulier pour la mission MDRS qui est en décembre. Donc voilà, j'utiliserai deux types de missions. La mission de 5 semaines que j'ai faite dans le désert de Oman à Madé. Et je vous introduirai dans le cadre des futures améliorations et configurations de mission ce qu'on va faire pour MDRS. Je vous ai extrait quelques parties pour vous présenter ça. Voilà.
Alors, voilà, donc là, on va imaginer que, donc là, je vous présente un concept de la capsule Dragon de SpaceX qui vient d'arriver sur Mars. Donc là, j'aimerais que vous imaginiez qu'à notre arrivée sur Mars, on vient d'arriver et qu'est-ce qu'on a à notre disposition quand on arrive? Eh bien, on a un module martien qui, dans un premier temps, va très certainement servir d'habitat martien pour son intérieur et de base opérationnelle. Et on a aussi un équipage constitué de femmes et d'hommes qualifiés. On a une combinaison spatiale qui est évidemment requise pour aller à l'extérieur, faire des sorties extravéhiculaires. Et on a un objectif de mission à dérouler sur les 500 jours, alors on va dire ça comme ça, de mission, c'est-à-dire 18 mois, en sachant qu'il faut y rajouter effectivement le trajet pour retourner sur la Terre. Donc j'imagine qu'on est arrivé, donc je ne parle pas du trajet à aller, je parle du trajet retour, d'environ 8 mois. Là, la combinaison que je vous montre, c'est une combinaison qu'on a utilisée dans le cadre de la mission Amadée avec le Forum spatial autrichien. Donc, le Forum spatial autrichien, c'est un peu la Mars Society autrichienne, si vous voulez. Donc, on se connaît bien et ça fait plusieurs années qu'il y a plusieurs intervenants qui travaillent sur différentes Mars Society, différentes branches. Donc, l'EVF en autrichien a une combinaison qui avait été développée et qui s'appelle Aouda, du nom de la princesse dans Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et cette combinaison, je vous en parle parce qu'elle est assez intéressante du point de vue de nos missions. Donc, elle est dotée d'une antenne Wi-Fi. Elle est dotée d'un viseur que vous pouvez voir à l'intérieur dans le casque. En fait, on ne le voit pas très très bien, mais qui permet en fait de regarder à l'intérieur du casque certains capteurs qui sont affichés sur l'avant. Il y a des capteurs biométriques. Il y a un appareil photo que l'on voit ici et qui permet effectivement de cliquer pour prendre des photos des échantillons qui sont prélevés sur le terrain. On a un GPS, on a ce que j'appelle un sac à dos, on va dire ça comme ça. Alors le système en lui-même qui est à l'intérieur du sac à dos, il sert à être à collecter en fait tous les systèmes de support de vie. Donc on va parler ici des batteries, des connecteurs, des cartes électriques, voilà, tout ce qui finalement est le cerveau de la combinaison. On a aussi un coffret qui est sur la poitrine, qui finalement est un panneau de contrôle qui contient des outils que évidemment on ne veut pas être en train de tenir avec les gants tout le temps. Il y a un port USB. Voilà, il y a des petites choses qu'on peut caler à l'intérieur au besoin, mais qu'on garde toujours à proximité. Il y a un miroir aussi pour pouvoir justement voir ce qui est à l'intérieur de la boîte, puisque vous voyez bien que là, la configuration réelle du sujet fait qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc, il y a un miroir pour pouvoir faire justement cet effet de prisme. Et puis, on a des gants voilà, qui sont avec trois épaisseurs de couches. Et il y a cette membrane extérieure qui est recouverte d'un revêtement alu. Voilà, c'est du Kevlar et, en partie. Et comme elle est très lourde, parce qu'elle fait quand même 40 kilos, ce qui est pas rien, mais qui sera en fait aussi un souci, qui sera aussi très lourd quand on en aura une développée pour Mars, même si on a une gravité réduite, on aura quand même un facteur à peu près de cette échelle-là en termes de charge sur les épaules. Donc c'est assez représentatif et pour pouvoir aider le mouvement, en dessous de cette combinaison, on a un exosquelette. Donc il exerce une contre-pression de façon à aider à supporter le mouvement. On a des sous-vêtements compressifs
Et puis des aérations et de quoi en fait ventiler la combinaison et puis lutter contre la sueur. Donc, je vous en parle parce que finalement, par rapport aux contraintes que cette combinaison génère quand on la porte, on ne peut pas se plier comme on veut, on ne peut pas non plus décider de se coucher et de se relever. On n'imaginerait même pas ni se coucher en arrière parce qu'on abîmerait tout ce qui est dans le système de support de vie, évidemment on ne veut pas. On n'imagine pas non plus se coucher sur l'avant. Par contre, on imagine bien se mettre à quatre pattes si par exemple on a une batterie qui est à l'intérieur du sac et qui prend feu. Donc dans ce cas-là, on a une procédure d'urgence qui dit qu'en fait, donc il y a 2 astronautes. Donc l'idée, c'est qu'il y en a un, celui qui prend feu, qui se met en avant. Il y a une trappe à l'arrière qui permet d'accéder, d'ouvrir directement le cache qui est face à la batterie. Et donc, le deuxième astronaute peut venir opérer et arracher en fait cette batterie. Donc, l'idée des gants et des couches de gants permet effectivement de parer au feu et d'aller retirer cette batterie, la batterie du voisin. Donc, c'est fait et c'est pensé pour la sécurité des gens. Et en même temps, c'est contraignant, c'est-à-dire que quand on est à devoir opérer à l'extérieur avec ce type de combinaison, c'est pas aussi fluide que The Martian, par exemple, parce que du coup, on est avec des mouvements réduits. Et on ne pourrait pas se dire que l'on grimpe une pente facilement ou qu'on se met à faire de l'escalade pour échapper à quelqu'un. Voilà, ça ne va pas être aussi simple que ça. Donc voilà, donc c'était ça que je voulais vous montrer sur cette page-là, parce que c'est une contrainte de mission à prendre en compte lorsque justement on va vouloir explorer. Alors ici, on arrive, c'est quoi les débuts de la vie sur Mars? Qu'est-ce qu'on veut? D'abord, la première chose à faire, c'est garantir la vie d'équipage. Alors ça consiste à quoi? Ça consiste à reproduire un petit environnement terrestre qui est compatible de la survie d'équipage et de ses besoins. Alors, ces besoins, ça peut être des besoins en eau et en oxygène, voilà. Et puis, des conditions, de bonnes conditions, on va dire. On va parler de conditions favorables pour la température, parce que si sur Mars, il fait moins 60 degrés, nous, dans ces conditions-là, ça ne va pas nous aller. Et puis, la pression. Évidemment, on ne peut pas supporter n'importe quelle pression et on ne peut pas on peut pas supporter une pression atmosphérique d'un centième de celle qui règne sur Terre quand on se passe au niveau de la mer. Donc ça, il va falloir pouvoir avoir un environnement qui soit reconduit par l'extérieur, c'est-à-dire par l'habitat, par la combinaison, soit le reproduire à l'intérieur dans l'habitat. Et puis, il faut aussi savoir gérer la poussière, les bactéries, les polluants, voilà, tout ce qui va nous empêcher de vivre dans de bonnes conditions. On va parler de l'eau. Donc aujourd'hui, on sait qu'il est impossible d'emporter une quantité d'eau suffisante pour 2 ans, 2 ans et demi de mission sur Mars. Donc jusqu'à ce qu'on soit en mesure d'extraire et de fabriquer l'eau qui est nécessaire pour l'équipage sur Mars, ce qui est important, c'est de savoir recycler. Recycler 95% de nos déchets qui sont, et puis pour pouvoir du coup extraire cette eau, qui sont la respiration, donc la vapeur d'eau qu'on rejette naturellement, les urines, les déchets. Et c'est d'ailleurs une technologie qu'on maîtrise déjà très bien dans la station spatiale internationale. Alors, je vous mets un petit peu là, ici, le cycle de gestion de l'eau en boucle fermée dans la station. Et puis, avant de vous présenter peut-être cette petite fiche qui clignote, vous dire aussi que l'oxygène, évidemment, ça va de soi avec la gestion eau et oxygène. Donc, sur Terre, on va respirer 20% d'oxygène à une pression de 0,2 bar.
Et notre respiration, elle rejette du CO2. Donc, notre objectif va être d'utiliser le CO2 pour en extraire de l'oxygène. Donc, c'est un peu ce que vous voyez sur le slide en question. Donc, sur la photo, donc, il y a une partie en rouge qui est voilà, le module de génération d'oxygène. Qui, lui, par électrolyse, permet de séparer l'eau en oxygène et en hydrogène. Donc là, c'est ce que l'on voit ici. Ensuite, on a un module qui est en fait un récupérateur de dioxyde de carbone, donc celui qui est en vert, voilà, qui permet justement de collecter ce dioxyde de carbone. Et puis, on a un module qui permet de processer par réaction de Sabatier, donc gérer d'avoir de l'eau, de ce dioxyde de carbone, de pouvoir générer de l'eau et du méthane en y rajoutant en entrée de l'hydrogène. Voilà, donc c'est cette réaction de Sabatier en fait qui nous intéresse ici particulièrement parce que moyennant l'apport d'oxygène, ça nous permet de régénérer l'eau à partir du dioxyde de carbone pardon, hop, et de l'hydrogène qui sont produits par la respiration des astronautes. Et tout ça en utilisant l'électrolyse de l'eau. Et donc, voilà, on se retrouve avec une équation assez simple qui est CO2 plus 2H2 égale C plus 2H2O. Et donc, ça nous permet, à une bonne température, donc 600 degrés, hein, de générer cette boucle fermée qui permet à l'homme d'être autonome dans la gestion des moyens de subsistance essentiels à sa vie. Donc ça, c'est juste pour garantir la vie d'équipage. Et quand on parle d'oxygène, on peut aussi dire que on peut aussi parler des algues, puisque on s'en sert pour produire de l'oxygène et aussi de la nourriture. Et on a un projet à l'ESA qui s'appelle le projet Mélissa, qui travaille sur ces sujets-là. Et là, je vous ai mis une illustration de ce qu'on a fait pour l'Agence spatiale italienne, qui était de la culture de plantes hors sol, quand on était à la mission Amadée. Hop. Et donc là, ce qui était intéressant de remarquer, en fait, c'est on s'était installé dans une zone, on va dire, une installation gonflable, en fait. C'était une chambre qui permet d'accommoder à peu près 2 mètres carrés de culture hydroponique. Et donc là, l'idée, c'était de regarder quelles sont les performances de croissance dans un environnement extrême de ce type. Donc, on s'est remis dans des conditions de température et de pression stabilisées, comme on ferait sur Mars. Et après, du coup, on a essayé de regarder de quelle variation de température on avait besoin ou de comment la variation de température affectait la germination des cultures ou le taux de germination de ces cultures. Et on avait fait l'exemple ici sur de l'amarante rouge parce que c'est quelque chose qui est très nutritif et qui se développe très rapidement. Donc là, on avait utilisé un process de fabrication de ces petits plants de culture, de façon à pouvoir avoir sur les 5 semaines environ 2 germinations. Donc on avait 2 types de cultures voilà, sur 15 jours. Ça permettait aussi de, si on en ratait une, de pouvoir recommencer sur une autre de zéro. Et ça permettait vraiment de les comparer également. Donc, on s'est rendu compte typiquement que lorsqu'on avait la nuit, même si on stabilisait la température du module en lui-même,
on perdait quand même en moyenne 3 à 4 degrés durant la nuit. Et ça pouvait affecter un retard des cultures allant jusqu'à 5 jours. Alors en soi, c'est pas très grave sur une expérience de ce type parce qu'on est resté 5 semaines et on on n'avait pas comme unique moyen de subsistance les amarantes rouges, mais il faut imaginer que si à un moment donné on est en période où on veut être autonome en termes de gestion de nourriture, si on a un problème avec un délai important et qu'on ne sait finalement pas bien contrôler les cultures, on risque de pas du tout, soit de perdre complètement une culture parce que ça va pourrir avant d'arriver, on va dire, à la consommation, soit ne pas réussir à nourrir tout l'équipage. Et comme il y a des rotations, il faut vraiment savoir gérer la consommation et les besoins de l'équipage. Donc ça, c'était quelque chose d'assez important et sur lesquels finalement, l'Agence spatiale italienne a fait pas mal de diffusion et de publications. Et ils sont en train de travailler sur un module qui permet d'assurer aussi bien les conditions d'éclairage à différents moments de la journée, mais aussi une meilleure stabilité de la température et des conditions hydrométriques, de façon à avoir une meilleure stabilité des performances de croissance des éléments en culture. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en fait, évidemment, quand on parle de culture, quand on parle d'oxygène, d'eau, il y a un facteur hyperdimensionnant qui apparaît, c'est l'énergie. Donc, sur l'énergie, on n'a pas encore développé quelque chose qui pourra être emmené et juste déposé sur place. Mais juste pour vous dire, dans l'idée de ce qui est posé aujourd'hui, on en avait déjà parlé dans le cadre de Mars Direct, par exemple. Avec Robert Zebrin, qui parlait d'un petit réacteur à fission nucléaire, notamment pour la production de méthane et d'oxygène, et qui utiliserait les ressources locales. Donc ça pourrait permettre, ça pourrait faire en fait l'objet d'envois par des modules dans des missions précédentes, évidemment avant l'envoi des hommes. Donc ça, c'est la partie qui reste évidemment à déployer, à analyser et à essayer de décoder au mieux. Et puis, on va mettre, maintenant qu'on est arrivé et qu'on a mis en place les moyens pour survivre, on va travailler sur l'architecture de mission qu'il faut mettre en place et déployer. Alors, l'architecture de mission, ça va être, là, je vous ai pris l'exemple d'Amadée qu'on avait. Donc, l'idée, c'est de mettre en place les échanges et la communication avec la Terre. Donc, on imagine la Terre comme étant évidemment notre centre de contrôle. Voilà. Et puis, on a un habitat martien qui sert de base opérationnelle, on l'a dit, avec tous les équipements qui sont à bord. Et puis, il faut savoir aussi qu'un message qui est envoyé depuis Mars, il va mettre environ 20 minutes pour être reçu par la Terre. Alors, et la réponse venant de la Terre, elle va aussi mettre 20 minutes. Elle peut mettre jusqu'à 20 minutes pour arriver dans l'habitat martien. Donc, au pire cas, lorsque la Terre et Mars sont en conjonction, donc côté opposé du Soleil, on se retrouve avec un Soleil qui produit énormément d'interférences et donc ça rend presque impossible toute communication en fait avec la Terre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la condition liée à l'architecture de mission, c'est qu'au pire cas, il sera impossible de communiquer. Bon, au mieux du mieux, de toute façon, on ne saura pas communiquer en temps réel avec la Terre. Et on risque aussi d'avoir des délais assez importants. Donc, il faut imaginer que du coup, l'équipage, il va être formé pour agir en toute autonomie et faire usage de créativité dans des situations d'aléas les plus inattendues finalement. Du coup, si on regarde un petit peu les rôles qu'on a pu avoir dans le cadre des missions Apollo et qu'on essaye un petit peu de comparer,
On pourrait imaginer que le centre de contrôle sur Terre, il récupère quotidiennement des données des expériences. Voilà, donc il n'a pas forcément besoin de les recevoir en live, mais il peut les recevoir sur un flux continu qui n'est pas en live. Et puis, il les retransmet aux laboratoires et aux agences partenaires qui eux-mêmes analysent pour ajuster les expérimentations à suivre. Voilà, comme ça leur permet d'avoir un feedback et de le renvoyer par le biais du centre de contrôle vers les astronautes, mais toujours pas en live. Et quelque part, ils vont aussi servir de planificateurs du déroulement des expériences, puisqu'ils vont prendre en compte les ajustements qui sont requis par les labos, par les agences partenaires, et ils vont élaborer des plannings d'activité des différents membres d'équipage en l'adaptant au fur et à mesure de la mission. Et les astronautes, eux, ils seront plutôt en charge de préparer et de dérouler les expériences sur le terrain, de maintenir les équipements opérationnels, de les réparer, de contrôler leur support de vie et tout ce qui concerne les capteurs d'oxygène, de pression, de température, ainsi que leur consommation, puisque ça va devenir majeur. Par exemple, la consommation d'eau. Voilà, donc ça, c'est les éléments principaux de cette constitution d'architecture de mission. Et puis ensuite, on va arriver quand même à l'élément le plus important, c'est aller dérouler les expériences sur le terrain et découvrir le secret de la planète rouge. Alors, là, je vous ai pris l'exemple de notre mission donc à Amadée, où on était donc dans le désert de Oman. Là, vous pouvez voir un petit peu où est-ce que c'est situé sur une carte. Les expériences qu'on veut dérouler sur le terrain, elles sont très diverses. On en parlait tout à l'heure. Elles sont reliées à ce qu'on a choisi finalement de qualifier par cette mission. Donc là, si on est dans le désert, c'est plutôt pour l'utilisation des robots sur le terrain pour faire des études spectrométriques, par exemple. Ce qu'on va vouloir modéliser aussi, c'est les différentes couches du sous-sol. On va chercher des traces d'eau, par exemple, enfin de glace. Et puis, on va travailler sur l'élaboration d'outils 3D pour justement, si on casse quelque chose, être capable de pouvoir réparer avec de la modélisation et de la fabrication 3D. Et puis l'utilisation d'objets de réalité virtuelle. On a parlé de la culture de plantes hors sol. Et puis, on va pouvoir faire aussi des études comportementales et psychologiques qui sont évidemment liées au fait qu'on est dans un environnement confiné lorsque l'on rentre à la base. Donc là, typiquement, pour la mission qu'on avait faite, on avait passé donc 5 semaines en tout. Donc, on avait 2-3 jours d'installation et de désinstallation de toute la base. Et on avait simulé 20 expériences sur l'ensemble de la mission. Et pour ça, on avait une centaine de personnes qui ont travaillé depuis le début pour pouvoir préparer cette mission pendant 1 an. Parce qu'on a élaboré les expériences et procédures opérationnelles à déployer sur le terrain. Et puis aussi, l'idée, c'était vraiment d'en tirer quelque chose à la fin, donc vraiment d'avoir des rapports détaillés sur chacune des expériences, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché à chaque fois. Donc faire un rapport à chaque fois, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans le flow de ce qu'on avait fait. On avait un équipage de 15 personnes sur le terrain. Et en fait, faut imaginer que donc on a 15 analogues astronautes avec des fonctions qui peuvent être différentes chaque jour. Alors, à part le commandant en chef, qui est toujours le même pendant l'opération, et puis les médecins. On avait 2 médecins. Donc, ils ont évidemment toujours leur rôle, puisque ce sont de vrais médecins, évidemment. Mais sinon, les autres rôles,
comme être chargé des opérations. Chaque jour, on a des rôles différents. Donc, il y en a qui sont chargés des opérations, des autres qui sont chargés de la science, c'est-à-dire de renvoyer le contenu scientifique, les résultats scientifiques au centre de contrôle pour analyse. Il y a tout ce qui est maintenance de la combinaison, il y a tout ce qui est sécurité, il y a tout ce qui est gestion des ressources, gestion de la nourriture, voilà. Et évidemment, le rôle d'analogue astronaute sur le terrain. Donc, toutes ces fonctions, finalement, elles sont presque interchangeables, donc à part les deux que je viens de citer. Et ça permet aussi d'avoir quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que chaque jour, quand il y a une expérience qui est faite par quelqu'un d'autre, un nouvel analogue astronaute, un nouveau préparateur de mission, on voit à quel point la procédure, comme elle est écrite, elle peut être interprétable. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une procédure impeccable à la fin où on a vraiment dessiné les ambiguïtés et réussi à limiter justement ces mauvaises compréhensions ou les bugs potentiels qui sont liés à une mauvaise compréhension du protocole opératoire. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce qu'initialement, on sera pas forcément toujours nombreux sur Mars, mais à un moment donné, on va agrandir les équipes, peut-être pas au tout début, mais dès qu'il va y avoir suffisamment de gens pour faire des rotations, c'est comme ça qu'on vivra, qu'on pourrait envisager de vivre. Et puis ça serait, voilà, donc ça c'était la base qu'on avait. Donc là, ce que vous pouvez voir effectivement, c'est le type de sable très 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 fin qu'on avait, et puis des collines au loin, voilà, qui sont vraiment très représentatives de la zone sur laquelle on voulait aller établir des recherches. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer. On est allé jusqu'à 15 km de la base pour faire les expériences, donc on avait quand même un bon champ d'exploration. Et puis ça, c'était pour vous montrer un petit peu comment la base est faite. Donc évidemment, on a les dômes un petit peu mode Tatooine, où on avait un centre de réparation, un centre ici pour le drone et le rover, une salle pour les médecins, une salle pour tout ce qui est gestion 3D, de la techno 3D, et puis une salle de sport. Ici, le dôme principal, il était utilisé pour les conférences d'équipe, tout ce qu'on veut exposer, avoir un peu de place pour se parler. Voilà, en général, les grosses discussions se faisaient ici. Et puis ici, on avait donc un module pour la partie cuisine, on va dire, une tente là où on mangeait, le stockage de l'eau qui est sur les deux containers ici que vous voyez. J'espère qu'on voit ma souris à peu près. Donc ça, c'est deux containers d'eau, évidemment, pour la redondance. Hein. Si on vient avoir une pollution dans un des containers, on le ferme pour éviter qu'il fuit et qu'il aille dans le sol contaminer la nappe, mais on utilise l'autre. Et après, on avait des modules qui sont en fait des containers, hein, pour mettre nos équipements. Et ça, c'était les modules de logement. Voilà. Et là, on avait un module opératoire. Donc, c'est là que l'analogue astronaute, les analogues astronautes s'équipent. C'est là qu'on garde la combinaison, qu'on la nettoie, qu'on la répare. Voilà. Et là, c'était où on stockait les équipements et les expériences à préparer le matin pour l'après-midi. Voilà, pour aller sur le terrain l'après-midi. Donc ça, c'est aussi une architecture où voilà, elle sera certainement très différente à terme. Hein. C'est pas une architecture très représentative du besoin. Là, notre besoin, c'était de pouvoir venir avec une architecture que l'on ne laisse pas à la fin sur le terrain. Donc, il fallait qu'elle soit déployable et, on va dire, gérable à la fin pour être retirée sans laisser de déchets. Voilà, c'était ça l'objectif. Et sans endommager la zone qui, évidemment, est une zone naturelle qui ne doit pas être polluée par l'homme.
Voilà, et donc quelques expériences qu'on pourrait imaginer techniques à dérouler. Donc je vous en montre quelques-unes pour l'illustration. Donc là, typiquement, on est sur une sortie extravéhiculaire où l'objet est la collecte d'échantillons. Donc on va imaginer qu'on collecte et qu'on identifie la composition chimique et minérale du sol martien grâce à cela. Alors, comme le font certains rovers comme Curiosity, par exemple, avec des spectromètres intégrés, mais aussi avec la capacité en live, puisqu'on a des humains, de faire des descriptions détaillées de l'échantillon recueilli. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas juste collecter des échantillons comme ça. On va collecter des échantillons sur la base d'une description et d'un besoin. Et donc, quand on décrit avec précision l'échantillon qu'on a recueilli, qu'on est capable de le montrer à la caméra, qu'on est capable d'en faire des vidéos et qu'on peut les transmettre directement à l'habitat martien par télémétrie, et bien du coup, on arrive à fournir beaucoup plus de nuances de coloration par rapport à des gabarits et on arrive du coup à rapporter aussi ces échantillons à la base parce qu'avec la petite boîte qu'on a à l'avant, on a des plastiques qui sont prévus à cet effet et donc on peut collecter pour de vrai les échantillons et les ramener juste après. Donc ceux qui sont, on va dire, conformes à la recherche, alors on les stocke dans la boîte et on les ramène en fin de mission, voilà, selon les règles qui sont définies pour la protection du milieu. Donc c'est ça l'objectif. Donc là, quand même, on peut voir que par rapport à l'utilisation unique du rover, on peut essayer d'avoir quand même une plus grande plus-value de l'utilisation de l'homme dans la collecte d'échantillons. Alors là, la petite photo sur l'utilisation de la techno d'impression 3D, c'était pour vous montrer que en fait, le petit récipient en fait, qui sert à récupérer à collecter les échantillons au sol, il avait été fait justement avec cette imprimante 3D sur place et il était vraiment très utile. Donc c'est vrai que c'est un bon exemple, une bonne illustration de ce à quoi sert la fabrication additive, enfin ce process de fabrication additive que l'on avait utilisé sur place. Voilà, et puis on peut aussi utiliser, faire de la spectrométrie sur le terrain. Donc là, l'idée, par exemple, ça peut être d'utiliser un spectromètre pour obtenir la signature spectrale du sol. Donc on a des instruments qui peuvent être soit passifs, soit en utilisant par exemple le soleil comme source de lumière, soit actifs avec une source de lumière intégrée. Donc, on se retrouve avec un rayonnement de la source qui déclenche des vibrations, des liaisons moléculaires, des constituants du sol. Et puis, ça permet d'absorber la lumière différemment. Et c'est comme ça qu'on a des courbes d'absorption qui ont des formes très caractéristiques et qui permettent voilà, l'utilisation pour l'analyse du sol et puis les prédictions des propriétés que l'on recherche. Voilà, et puis pour la recherche de traces de glace, on peut modéliser les différentes couches du sous-sol en utilisant ce que vous voyez à l'écran. C'est un radar pénétrant, alors on appelle ça un GPR, le Ground Penetrating Radar pour le sol. En fait, ce qu'il fait ici, c'est une échographie du sous-sol, comme un radargramme, quoi. Et ça permet de voir les variations de résistivité du sous-sol. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on voit les galeries qui se forment dans le sol et on en déduit la topographie du sol. Voilà, donc ça permet aussi d'être à la recherche des traces de glace, de faire du scan. Et puis, évidemment, les rovers autonomes pour l'exploration des terrains. Donc là, je vous présente le rover Husky que l'on utilisait sur Amadée. Alors, il a le rover, il peut avoir plusieurs utilisations, hein. Une qui est liée à cartographier, à être capable de cartographier le sol.
de le conserver, de le compléter au fur et à mesure de la mission. Et ce à quoi il peut vraiment servir aussi dans l'échange homme-machine, c'est la détection des dangers. Parce que s'il est capable de regarder la cartographie du sol aussi bien à distance, on va dire à l'horizontale, qu'à la verticale, puisqu'il a une capacité aussi de cartographier le sol par rapport à la profondeur du terrain, il est donc capable de détecter des dangers. Alors, des dangers du type crevasse sous une dune de sable. C'est vraiment ça qu'on recherche. Donc, il est capable, par la modélisation qu'il va faire, d'alerter l'astronaute pour éviter toute chute, sur des dangers qui l'entourent. Et on peut même imaginer, alors je vais quand même vous montrer ce qu'il est capable de faire juste après, mais on peut même imaginer qu'en le couplant avec des drones en navigation, on peut couvrir une plus grande zone d'exploration. On imaginerait, alors celui-ci n'est pas doté d'une plateforme supplémentaire sur laquelle le drone pourrait venir se poser, mais comme ça avait été discuté dans le cadre d'Ingenuity, je fais le petit clin d'œil sur le sujet, qu'effectivement, si on veut le coupler avec l'utilisation d'un drone en navigation, on peut couvrir effectivement une plus grande zone et être plus efficace parce qu'effectivement, par rapport à l'homme, il risque de ne pas couvrir une très grande zone. Donc, si on a un échange homme-machine, à un moment donné, il faudrait que ça plus-value soit la protection de l'homme, mais à condition qu'il arrive à scanner suffisamment vite pour que ça soit représentatif du besoin de l'homme lorsque lui est en train d'explorer sur le terrain. Donc ce couplage avec les drones, c'est quelque chose qui est regardé notamment chez DLR. Et voilà, on en avait parlé dans le cadre d'Ingenuity, donc je me permets de faire le petit lien ici. Alors ici, c'est un drone qui a été développé par l'université de Graz, voilà, par un docteur Steinbauer. Et donc, il fait un mapping autonome d'une zone. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc là, il a un laser en fait qui scanne à 360 degrés. Et puis, il est en train de scanner autour de la base. Donc, voilà, je suis en train de vous montrer ça. Je voulais vous montrer la base avant pour que vous puissiez reconnaître un petit peu ce qu'il est en train de faire. Donc là, il a commencé à cartographier en 3D de façon autonome. Et ce que vous voyez, le changement des couleurs, quand c'est en vert, c'est que c'est une zone OK. Et puis, il va potentiellement identifier après des chemins voilà, en orange sur lesquels soit il a des zones où il n'arrive pas à aller, soit il a des dangers. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut aussi localiser les endroits où il est plus sécurisé d'aller pour explorer, de ceux qui seront moins sécurisés. Voilà, donc au-delà du trajet, enfin de la route qui est tracée vis-à-vis des dômes, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de petits endroits où il faut éviter d'aller parce que c'est risque de chute. Voilà, sous des piles de sable. Et là, c'était la petite anecdote pour vous montrer juste le drone avec lequel on avait fait justement quelques expériences. Pareil, qui avait été développé celui-ci par une université Alpen Adria, qui s'appelait par un professeur Weiss. Et donc là, on essayait en fait de regarder comment la navigation autonome est faite et comment on arrive à processer avec les composants à bord les surfaces martiennes. Donc là, l'idée, c'était vraiment de savoir comment la structure interne de l'algorithme embarquée entre la synchronisation de la partie centrale inertielle, si je puis dire, et puis les GPS permettent voilà, d'utiliser les données pour reconnaître le terrain et acquérir, faire des acquisitions du terrain et en fonction de quoi. Donc là, je vous montre juste un petit peu ce que ça donnait. Voilà, donc lui,
Ouais, il arrivait avec ses unités de processing à nous donner en fait, à reconnaître le terrain où il est déjà allé et donc à fournir des acquisitions de données sur ce terrain-là. Donc, évidemment, il n'a pas une grande autonomie, hein, c'est quelques minutes. Donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de pouvoir revenir sur le terrain et de continuer à cartographier la suite. Donc, tout était dans la reconnaissance du terrain et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des paramètres qui étaient cruciaux pour le succès de la mission. Typiquement, la texture du terrain et le moment de la journée. Si typiquement on faisait des sorties soit le matin très tôt, soit le soir, c'était bénéfique parce que au niveau de l'inclinaison du soleil, on avait un contraste plus important sur l'ombre reportée sur le sol et donc ça permettait d'avoir une meilleure reconnaissance du terrain. Et évidemment, il faut faire donc l'exercice de façon à des horaires qui sont toujours à peu près les mêmes pour pouvoir retrouver ces textures de terrain. Voilà. Et évidemment, on n'avait pas commencé par le faire au même moment de la journée au départ. Donc, on a un peu analysé ce qui n'allait pas. Et puis après, on a compris que c'était ça qu'il fallait faire. Et là, je vous montre en fait une partie qui est sur la maintenance des systèmes de communication. Alors, faut pas oublier que tout ça, pour pouvoir en fait communiquer entre la base et le terrain là qu'on a choisi, il faut une gestion des réseaux d'antennes directionnelles. Et on les avait installés au départ pour créer ce réseau. Donc avec des relais sur jusqu'à 15 km de la base. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que lorsqu'ils sont soumis au vent ou à des tempêtes de sable, eh bien, il faut venir les remettre assez fréquemment, sinon on se retrouve avec un système de réseau qui fonctionne plus parce qu'ils sont plus calés. Et voilà, et pareil pour les systèmes des batteries qui les alimentent, c'est des batteries qu'il faut changer régulièrement, donc on le faisait matin et soir. Voilà, donc c'est pour vous donner une petite idée. Et puis, un élément finalement très important dont on parle de plus en plus, c'est les facteurs humains. Alors voilà, une fois qu'on sera sur Mars, c'est ça qu'on va voir. Donc, on va avoir quelque chose de très loin. Ça, c'est une photo de Curiosity qui voit la Terre pour la première fois. Donc, c'est vrai que ce n'est pas le type de lever de soleil que l'on voit le matin de chez soi. Et ce n'est pas le même type de coucher de soleil non plus en réalité. Donc on est dans un environnement où effectivement l'homme, enfin l'homme au sens large, donc l'humain, va se retrouver dans une situation où il va se sentir vraiment loin de tout, quoi, très, très, très exclu de la Terre. Donc, il y a des études comportementales et psychologiques qui sont très importantes, qui sont importantes pour choisir l'équipage et pour essayer de déduire comment leur santé psychologique va évoluer et comment faire pour qu'ils s'y préparent au mieux. Alors, c'est du même type que celles qu'on a pu remplir dans les transports dans l'espace et qui permettent de savoir comment les astronautes gèrent le confinement, l'isolement, le stress, la routine, comment ils gèrent leur temps libre, voilà, comment tout ça s'est fait. Il y a beaucoup d'études sur le sujet, on pourra en parler dans les questions-réponses si vous voulez. Et puis, il y a autour, en plus de l'étude comportementale et psychologique, il ne faut pas oublier qu'il y a la fatigue mentale et physique. Et donc, il y a des études aussi là-dessus afin de vérifier l'efficacité opérationnelle des membres de l'équipage et garantir ainsi leur sécurité en choisissant pour les missions, finalement, les personnes les plus adéquates en fonction de leur potentiel physique et mental du moment. Voilà, donc ils sont tous formés à tous ces postes en vue de cette mission.
Donc, il s'agit donc de quelque chose de très polyvalent où on va chercher certainement à former des équipages dont les mots d'ordre vont tourner autour de travail en équipe, rigueur, acharnement, résilience. Voilà. Donc, ça sera quelque chose comme ça qui fera certainement que l'équipe se remontera le moral au fur et à mesure et se donnera de l'énergie en interne pour un petit peu remplacer le manque qui est créé et qui est lié à cette distance et ce visuel qui va manquer vis-à-vis de la Terre. Alors, pour finir un petit peu là-dessus, pour cette partie-là, on avait quelques retours d'expérience un petit peu majeurs, en fait, qui ont fait qu'on a changé l'architecture de mission. Donc, typiquement sur l'environnement. Sur la température, on s'est retrouvé à avoir une situation où on a dû décaler le début des sorties parce qu'il faisait trop chaud. Alors, il aurait pu faire trop froid. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a des horaires auxquels c'est mieux de commencer une sortie parce qu'il y en a pour 6 heures. Et quand on sort, si on n'a pas la bonne température et le bon moment qui permet de faire toutes les expériences prévues, on peut se retrouver avec des problèmes de gestion la gestion de la combinaison par elle-même, donc la stabilité de la gestion en température. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On le voit aujourd'hui dans les sorties dans l'ISS, par exemple. Récemment, ils ont encore eu un problème avec une des combis. Donc, ils n'ont pas pu faire la sortie qui était prévue. Ils ont dû l'écourter. Donc, il y a vraiment un sujet sur les combinaisons et qu'elles soient adaptées à tous les types de sorties qui sont nécessaires. Et puis le sable. Alors évidemment, le sable, on a l'impression comme ça qu'on va pouvoir gérer tous les problèmes liés au mécanisme en fait, des équipements qui prennent le sable. Alors, on en parle beaucoup et on a toujours des procédures pour gérer ça, mais on se retrouve toujours avec quelque chose qui a pris le sable quand même et qui arrête de fonctionner, qui peut plus fonctionner. On a toujours un endroit où on n'avait pas mis un cache, où on n'avait pas protégé et isolé le hardware et qui a des problèmes mécaniques, donc de mécanismes externes qui ne veulent plus fonctionner. Donc, malgré tout, ça reste un gros sujet. Et puis les procédures d'urgence, on s'est rendu compte en fait que quelque chose qui est vraiment très important, c'est l'appropriation réelle par l'expérience. Donc, on a évidemment toutes les expériences qui sont prévues sur le terrain et pour lesquelles on est préparé. Et là, en fait, je vous parle plus des procédures d'urgence, même si on les prépare avant d'y aller, on ne les met pas en œuvre avec quelqu'un vraiment sur lequel il faut intervenir en vrai, etc. Et en fait, il y a des moments où on a été mis en situation d'intervenir médicalement sur le terrain de façon inopinée. Et là, c'est vraiment là que tu te rends compte si ton protocole fonctionne, quelles sont les failles, et on en a eu, qui peuvent être internes ou externes, voilà, parce qu'on ne peut pas tout. On ne peut pas tout savoir et on ne peut pas tout identifier sur une zone qu'on ne connaît pas. Donc, c'est important d'être humble là-dessus, c'est-à-dire il faut continuer l'entraînement pour avoir les bons réflexes et être préparé au pire, même si bien sûr, on souhaite que tout se passe bien. Donc là, on va parler notamment de tout ce qui est fiabilité, redondance, réparabilité des équipements pour qu'ils soient toujours prêts à être utilisés en cas d'urgence. Voilà, mais ça c'est une petite vidéo que j'ai, mais je vous la passerai plus tard si on a le temps, parce que je voudrais pouvoir finir sur les autres sujets et je vous la présenterai après. Donc, pour vous dire qu'il y a une autre mission Amadé qui sera en fin d'année, si ça vous intéresse, il y a un petit lien avec cette même combinaison.
Et puis, utilisant en fait un petit peu toutes ces remarques dont on a parlé précédemment, eh bien, on va aller faire une autre expérience avec une équipe MDRS qui est donc l'équipage 261. On sera le 4 décembre 2021 sur le terrain et on a appelé notre équipage Transatlantic Mars Society. Pourquoi? Parce qu'elle est constituée de membres de l'APM et de James de la Mars Society qui est avec nous aujourd'hui. Et cette expérience-là, en fait, cet équipage, donc si vous voyez ici, c'est la base de l'Utah qu'on appelle MDRS, donc Mars Desert Research Station. Et voilà, donc James sera le commandant en chef. Ça, c'est l'équipage. Donc, James sera le commandant en chef. Moi, je serai ce qu'on appelle l'executive officer. Donc, c'est en fait le bras droit du commandant et le responsable sécurité. Et puis, je vous présente le reste de l'équipage. Donc, il y a Julien, Guillaume, Cécile. Et voilà, donc on sera sur le terrain pendant 2 semaines et on va chacun faire différentes expériences. Donc, on sera pareil en rotation on a 13 expériences aujourd'hui. Donc, il y a des expériences qui sont techniques, robotique, sciences, astrobiologie. On a une partie human factor, donc dont on parlait un petit peu tout à l'heure, avec des effets psychologiques, des effets aussi sur la santé physique et sur la fatigue mentale. Et on a à ce jour 30 personnes qui sont soit des labos, soit des représentants d'agences ou d'industries ou de start-up aussi. On a des start-up qui veulent développer des nouvelles technologies et donc qui nous proposent des expériences sur le terrain, voilà, qu'on puisse valider pour eux durant cette mission de 2 semaines. Alors, sachant que l'architecture MDRS, si je vous la remontre un petit peu, ce que vous voyez là, en fait, c'est une base permanente qui est constituée d'un habitat, qui est constituée d'un endroit où on s'occupe ce qu'on appelle le Green Hub, là où on peut gérer en fait les cultures. Il y a un observatoire. Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on appelle une base fixe. Donc, elle a été à la base fabriquée en collaboration avec la NASA. Et depuis, elle est dans le désert de l'Utah et toutes les 2 semaines, il y a des équipes qui se relaient. Donc, c'est une base qui est permanente et occupée à l'année. Bon, il y a eu évidemment des adaptations dans le cadre du Covid, mais sinon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ces équipages-là, à chaque fois qu'il y a un relais d'équipage, il y a des choses à continuer des expériences précédentes, des équipages précédents, et il y a des nouvelles expériences à dérouler. Et il faut voir qu'on est vraiment au milieu de rien, là aussi, et qu'on ne peut pas non plus faire toutes les expériences que l'on veut. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui sont à décider avec des protocoles décisionnaires et légaux qui sont liés au plan d'installation de la base. Voilà. Et donc, juste pour vous donner un petit aperçu des sujets sur lesquels, voilà, j'en ai choisi quelques-uns pour vous montrer, c'est ceux sur lesquels moi je travaille en particulier. Donc, je vous montre celle d'Audrey qui est avec nous ce soir et qui travaille à Paris, dans les hôpitaux à PHP, qui bosse avec l'INSERM et l'Université de Paris. Et là, en fait, on va travailler sur tout ce qui est du monitoring cardiovasculaire et la pharmacologie. Donc, on va travailler sur des contre-mesures qui sont liées au vieillissement vasculaire
qui peut arriver par anticipation lorsqu'on est dans l'espace. Donc, typiquement, l'idée, ça va être de comprendre qu'est-ce qui génère ces problèmes de vieillissement vasculaire et de voir comment on fonctionne et comment ça arrive, comment c'est généré par le travail à l'extérieur, donc quand on est en sortie extravéhiculaire, dans des conditions particulières, conditions extrêmes, et on va tester un protocole qui est très rigoureux pour justement collecter et conserver pendant toute la mission des échantillons biologiques humains et fournir donc un environnement de recherche qui est assez unique pour pouvoir regarder comment tester de nouvelles technologies qui pourront aider à lutter contre ce vieillissement vasculaire. Donc, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, avec lequel on discute cette mission Cosmos, on en discute depuis quelques mois déjà avec Audrey et on va en septembre récupérer tout le matériel pour pouvoir faire ces collectes d'échantillons sur le terrain et pour pouvoir fournir quasiment en temps réel depuis la zone d'expérience sur le terrain les collectes, les échantillons qui sont demandés. Voilà un deuxième exemple très différent, mais pour vous montrer un petit peu la panoplie de ce que l'on fait. Donc là, je vous propose le projet Astrea, qui est géré par le docteur Nathalie Renz, qui est CEO de sa compagnie Astrea. Donc là, l'idée, c'est c'est la fabrication d'un habitat, d'un environnement habitat qui puisse être monitoré avec des capteurs multiples, température, humidité, qualité de l'air, pression, lumière, énergie. On peut vraiment imaginer un protocole très large. Là, ce qui va nous intéresser au mois de décembre, c'est tester la première partie de ce qu'on appellera un habitat intelligent qui peut fournir un monitoring en temps réel, mais aussi une fiabilité. Donc, ce qu'on va faire avec cette fiabilité, c'est on va mettre en place des moyens et identifier, on va commencer par identifier des anomalies potentielles, donc des axes d'amélioration vis-à-vis des datas qu'on va collecter. Et on pourra avoir des alertes qui pourront permettre d'anticiper des conditions de panne catastrophiques pour l'homme. Donc voilà, sans rentrer dans le schéma des problématiques qu'on peut avoir, qu'on peut imaginer à la télé, comme des explosions d'habitat, etc. On a quand même vraiment besoin de s'assurer qu'il ne peut pas arriver de choses catastrophiques, que ce soit la gestion de l'électricité, des problèmes de pression, des problèmes de température, des problèmes d'humidité qui viendraient s'accumuler à des problèmes d'arc électrique. Enfin voilà. Donc, il faut bien imaginer que pour MDRS, c'est très intéressant parce que comme on a un environnement et un habitat qui est ce qu'il est et qui est maintenu, mais qui n'a pas aujourd'hui de capteur et donc qui est maintenu avec des plans de maintenance qui sont liés à des équipements très précis, là, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus sophistiqué qui permettrait de façon autonome de dire à quel moment c'est bon de faire le plan de maintenance de tel équipement ou de telle architecture électrique de l'habitat du module. Voilà, et là, l'idée, ça sera de valider le concept pour le développement à terme d'un système intuitif, intelligent et long terme, ce qu'on appelle Sustainable Habitat. Et puis, pour terminer sur quelque chose qui est un peu futuriste, hein, mais pour vous laisser un petit peu dans cette ambiance, vraiment s'ouvrir à ce qu'on pourrait faire de mieux sur Mars un jour. Ici, je vous présente Asteras, qui est dont le fondateur de Habibou Studio, qui est une boîte d'architecture, qui est une compagnie d'architecture et de design,
pour tout ce qui est future mission d'exploration. C'est le fondateur Alfredo Munoz qui nous a présenté ce projet, qui a d'ailleurs gagné à la Mars Society l'an dernier, à la convention sur l'un des gros projets de design qu'il avait présenté, c'était celui-là. Voilà, qui nous a proposé en fait un prototype d'habitat sur. On parlait tout à l'heure en début d'utiliser les tubes de lave. Là, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire d'avoir un design qui soit à la fois à l'intérieur de la montagne ou en dessous, ça n'a pas d'importance. L'idée qu'il soit intérieur et un autre qui soit sous terre en fait. Donc il y aurait une partie sous terre, une partie qui serait sur terre, mais cette partie sous terre évidemment serait protégée des rayonnements et permettrait à l'équipage qui a par exemple atteint sa dose de radiation pour la mission, d'avoir quand même un endroit bien designé, bien architecturé, qui soit aussi auto-régénérateur et qui puisse permettre en fait d'avoir une activité autosuffisante au sein de l'habitat et qui soit relié au module externe qui serait à l'extérieur donc, et qui permettrait lui d'avoir une vue sur l'extérieur, donc qui bénéficierait de la lumière du jour, si je puis dire, et donc avec un vrai lien entre ces différents modules, permettant donc durant l'expédition d'avoir aussi des différents inventaires de comment faire fonctionner les différentes parties du site et comment optimiser tout ça. C'est évidemment quelque chose de très long terme. L'objectif n'est pas de creuser dans le sol de MDRS au mois de décembre. C'est plutôt l'idée de savoir qu'est-ce qui serait requis, de quoi on a besoin pour déployer un tel habitat. Et on va se servir du fait qu'on a MDRS qui a déjà des modules existants pour savoir comment on pense l'espace à partir de modules qui existeraient ou qui seraient prédéfinis, et essayer de voir quels seraient les meilleurs endroits ou les critères de choix pour pouvoir monter des modules intérieurs-extérieurs qui puissent répondre aux besoins à long terme d'un équipage ou de plusieurs équipages qui s'installeraient sur Mars. Voilà, qui seraient en rotation. Voilà, donc c'est qu'un petit échantillon de ce que l'on va faire au mois de décembre, mais ça vous donne déjà une petite idée. Alors évidemment, on va commencer à publier plus en détail sur ce qu'on va faire. Donc voilà, vous en saurez plus dans le cadre des futurs articles et bulletins de l'APM. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et puis voilà, si vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre. Et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup Aline. Oui, on a une petite vingtaine de questions sur le forum. Je vais essayer de les regarder en parallèle. Voilà, donc déjà tu as des compliments. Merci, c'est gentil. Alors, pour balayer un petit peu les questions, Aline, merci. Je crois qu'il y a pas mal de compliments pour toi. Merci beaucoup, je suis ravie. Voilà. Et puis, si vous avez d'autres questions, mais vous avez le mail de Aline qui s'affiche, a2kadi@planète-mars.com. Et puis, si vous voulez en savoir plus, j'ai posté quelques liens. Vous pouvez acheter sur Amazon un livre qui s'appelle Embarquement pour Mars, qui est une 3e édition préfacée par Thomas Pesquet, qui résume tout un ensemble d'aspects du séjour sur Mars. Et puis également, vous pouvez devenir membre, bien entendu. Il y a des contenus enrichis, des rapports, et puis des forums permettant d'interagir. Et dans tous les cas, pour conclure définitivement, si certains d'entre vous veulent bâtir des équipages, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous donne des points d'entrée. Bien sûr. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci. Merci Aline, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous.